questions, quel que soit le moment où elles soient posées, a priori, nous les reporterons à la fin de la démonstration de Christine. Donc, ne vous inquiétez pas si on ne les relève pas tout de suite, ce n'est pas pour autant qu'elles sont oubliées. Cela étant dit, je vais partager mon écran pour quelques slides de présentation de Solidatech. Et puis, je vais passer la parole à Christine. Donc, Solidatech, pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, ou en tout cas pas encore très bien, nous sommes un programme de solidarité numérique dont le but est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Nous appartenons à une coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui sont membres d'Emmaüs et dont le cœur de métier, c'est la collecte et le réemploi d'équipements informatiques et de smartphones. Les Ateliers du Bocage, pour information, sont situés dans les Deux-Sèvres. Et nous sommes nés de la rencontre entre ces Ateliers du Bocage et notre partenaire fondateur TechSoup, qui est une ONG américaine de solidarité numérique dont il existe des branches dans près de 180 pays. Donc, nos bénéficiaires, ce sont essentiellement des associations loi 1901, mais on retrouve également différents types de fondations et des bibliothèques publiques. Juste quelques chiffres clés pour vous donner une idée. Solidatech, donc, on existe depuis 2008, et depuis 2008, ce sont plus de 35 000 structures qui se sont inscrites, ce qui nous a permis d'offrir plus de 400 000 licences et outils numériques à tarif préférentiel aux associations, ce qui pour le secteur représente plus de 140 millions d'euros d'économies. Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations en ce qui concerne le numérique? C'est par deux modes d'action principaux. D'une part, l'outillage et d'autre part, l'accompagnement. Alors, je vais brièvement préciser ce qu'on entend par là. Pour la partie outillage, il y a deux aspects. Et le premier, en fait, c'est tout notre catalogue de solutions numériques, soit en donation, soit en tarif réduit. Donc là, vous avez une petite cartographie qui vous donne une idée du type de solution que l'on propose à notre catalogue. Et vous voyez qu'il y a aussi bien des solutions internationales telles que Microsoft, dont on va parler aujourd'hui, Google, Adobe, etc. Mais également, nous avons des partenaires beaucoup plus locaux, tels que AssoConnect, TalkSpirit ou encore NetExplorer. Et puis, ça vous permet d'avoir une idée des thématiques qui sont abordées avec nos logiciels. Donc, ça va vraiment de la conception graphique à la bureautique, en passant par la comptabilité et la sécurité. Et puis, l'autre partie d'outillage que l'on propose, c'est un catalogue d'équipements informatiques que nous avons sur notre site internet, dans lequel vous trouverez essentiellement du matériel reconditionné, justement donc du matériel reconditionné par les ateliers du bocage auxquels nous appartenons. Donc là, vous aurez aussi bien ordinateur fixe, portable, écran, imprimante, etc. Et nous avons également une petite offre de matériel neuf avec nos partenaires Cisco et Dell. Et puis, dernier slide pour ma part, avant que je passe la parole à Christine, c'est sur la partie accompagnement. Pareil, juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on entend par là. Notamment, je vous renvoie vers notre centre de ressources dont je vous parlais tout à l'heure en vous disant que vous aurez le replay de ce webinaire à disposition dans les jours qui viennent dans notre centre de ressources, donc sur notre site internet. Et donc, au-delà des webinaires, des replays de tous nos webinaires, vous y trouverez également des conseils, des tutoriels, des témoignages d'associations qui ont effectué leur transition numérique, etc. Et puis, on envoie également une newsletter hebdomadaire à nos bénéficiaires qui le souhaitent. On propose depuis 2019 un outil d'autodiagnostic qui permet aux associations d'évaluer rapidement et simplement leur maturité numérique. Soit dit en passant, outil d'autodiagnostic dont il va très prochainement sortir une version digitale complètement interactive sur notre site web. Donc, on vous tiendra au courant si vous suivez nos newsletters. Et puis, on mène des études de référence, entre autres en partenariat avec Recherche et Solidarité, pour ceux qui connaissent. La dernière en date étant la place du numérique dans le projet associatif en 2019. On a toute une équipe support qui est donc située dans les Deux-Sèvres, qui est à votre disposition 5 jours sur 7 par mail et 4 jours sur 7 du lundi au jeudi par téléphone pour répondre à toutes vos questions concernant nos diverses offres, vous conseiller, etc.
Et puis, on retrouve également un catalogue de formations sur notre site internet, y compris d'ailleurs des formations sur Office 365. Et on essaie de réaliser au moins un webinaire par mois, si ce n'est un petit peu plus ces derniers temps. Voilà pour ma part. Et Christine, je vous laisse la parole pour le sujet du jour, donc la gestion documentaire dans Office 365. Merci Lorraine. Alors le sujet du jour, c'est donc dans Office 365 que je vais vous présenter brièvement avant de plonger dans ce sujet passionnant qui est la gestion documentaire. Et j'imagine que vous avez bien des questions. Alors je commence par partager le début de ma présentation. La voilà. Alors, commençons par dire ce qu'est Office 365. J'imagine que certains d'entre vous le connaissent, donc désolé pour cette introduction qui va permettre de mettre tout le monde à niveau. Dans Office 365, je trouve des outils pour créer. Alors, vous connaissez bien Word, Excel, PowerPoint. Je crée du fichier texte, je crée des tableaux ou je crée des présentations. Et j'adjoins à ces trois morceaux, ces poids lourds d'Office, OneNote, qui permet de prendre des notes, soit en mode individuel, soit en mode collectif. Et puis, cette partie ici, formulaire, Forms, qui permet de créer des sondages, des quiz, et qui vont être des outils très intéressants pour un grand nombre de cas d'usage, et peut-être que je vous en détaillerai un ou deux. Ensuite, autre brique, la partie je communique, je collabore. Pour cela, je vais d'abord utiliser Outlook, mes mails. Et puis, je vais utiliser un outil de communication instantanée, de chat, que ce soit Skype ou Teams. Et d'ailleurs, Skype, bientôt, on n'en parle plus, puisque toutes les fonctions de Skype se retrouvent dans Teams et qu'on est en train de migrer un grand nombre de clients. Alors, je ne parle pas du Skype grand public, ne vous inquiétez pas, hein, je parle du Skype entreprise. Et puis, si on veut animer une communauté, eh bien, on va utiliser Yammer. Si je communique, il m'arrive de communiquer des informations sous forme de documents. Et là, je rentre dans le cœur du sujet, je dois stocker et je dois partager. Nous avons plusieurs outils à notre disposition. Il s'agit de OneDrive, de SharePoint et de Stream. Pour vous donner un aperçu vue d'avion, le OneDrive, c'est la partie personnelle et je vais la détailler. Le SharePoint, c'est la partie équipe et Stream, c'est la partie vidéo. Je continue. Si je stocke, c'est pour trouver. Pour trouver, j'ai un portail de recherche qui s'appelle Delve. J'ai des outils de recherche à chaque niveau, mais là, j'ai un niveau de recherche au-dessus de tout ça. Ça s'appelle Delve. Et puis, je peux aussi organiser ce que je dois faire avec un to-do individuel ou un planificateur d'équipe. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de produits qui ont une version individuelle et une version d'équipe. La gestion des tâches, par exemple. La gestion des documents. OneDrive est la partie individuelle, SharePoint, la partie collective. Et puis OneNote, je vous ai dit individuel ou partagé, ça porte le même nom, que ce soit pour moi ou pour mon équipe. Je continue. Je peux visualiser et analyser des données. Là, il s'agit de l'outil Power BI. Et puis, des outils très utiles. Alors, j'ai remis la partie formulaire dans la partie automatisation, parce qu'il y a des choses que je peux automatiser à base de recueil d'informations. Et puis, ici, il y a Power Apps et Power Automate. Power Apps pour la création d'applications low-code, no-code, très utile pour tout ce qui est création de petites applications à la volée.
Alors, j'ai juste oublié de me présenter. Je travaille donc chez Microsoft en tant que Customer Success Manager et j'ai essentiellement comme clients les établissements de santé publics. Et aujourd'hui, on crée énormément de petites applications, par exemple, pour gérer les vaccinations, pour gérer les lits, hein, quels sont les services où il y a du Covid, quels sont les services où il n'y en a pas, pour gérer des processus dématérialisation, l'accueil des internes, et cetera, et cetera. Et il y a des milliers d'opportunités de développer ces petites applications. Et puis, il y a du Power Automate avec tout ce qui est flux de travail. Et tout ça s'organise autour de la gestion documentaire. Un flux documentaire, quand on parle de gestion documentaire, il y a souvent des processus de validation. J'ai fini mon compte rendu, je dois le faire valider, non pas vacciner, mais valider par ma hiérarchie. Je vais utiliser un flux de travail avec Power Automate. Ça, c'était la vue d'avion. Maintenant, on va essayer de bien comprendre tout le processus ou une grande partie des processus de gestion documentaire. Et donc, on va se focaliser sur OneDrive. Le voilà. Ça, c'est la partie individuelle, le jeu. Et le SharePoint, et en fait, SharePoint, je vais très peu vous en parler. Pourquoi? Parce que SharePoint, il est inclus dans Teams. Et vous voyez que Teams devient notre plateforme majeure, principale. Et ça, c'est le nous. Et dans le nous, eh bien, il y a du SharePoint qui fait la brique de gestion documentaire. Alors, détaillons le OneDrive, détaillons le SharePoint qui est caché dans le Teams. Et puis, peut-être, détaillons un petit peu la partie gestion documentaire vidéo. Voilà le programme. Alors, je continue avant ici d'arriver à ma conclusion. Je continue en dessinant et puis après, je vous fais une démo. Alors, on a dit qu'il y avait l'espace du jeu, l'espace du nous, et on est vraiment sur le cœur du sujet. L'ancienne façon de travailler, c'est, voilà, ça c'est moi, avec toutes mes capacités en dessin. Je sais, c'est niveau maternel, mais c'est là où j'en suis. Je suis avec mon PC. Et heureusement, vous voyez que l'outil m'aide à dessiner. Et sur mon PC, eh bien, j'ai un document. Le voilà. Alors, c'est un Word, c'est un PowerPoint, c'est autre chose, c'est un PDF, c'est ce que vous voulez. Ce document, imaginons que je perde mon PC, que le disque dur crache, je perds mon document si je ne l'ai pas sauvegardé ou si je n'ai pas quelque part une sauvegarde de ce fichier. Ce quelque part, dans l'offre Microsoft Office 365, on appelle ça OneDrive. Donc, je le dessine sous forme de nuage. Voilà, ceci est un cloud. Et j'organise une synchronisation entre mon fichier sur le PC et mon fichier dans OneDrive. Dans OneDrive, ce que je gagne, c'est donc mon fichier, j'ai plus besoin de faire de sauvegarde, ça se sauvegarde pour moi. D'ailleurs, personnellement, je ne fais plus jamais de sauvegarde. Ça se fait tout seul pour moi. Je gagne la partie mobilité. Si jamais je perdais mon PC ou si je veux travailler uniquement à partir de mon smartphone, eh bien, ce fichier, je le retrouve ici. Alors, le téléphone, voilà, ceci est mon téléphone, hein. Ou sur un PC, sur un autre PC. Je le retrouve n'importe où. Ça, c'est ma mobilité. Et puis, ce que je gagne aussi en termes d'utilisation de OneDrive, c'est le fait que mes fichiers sont partageables. Partageables, ça veut dire que si je ne fais rien, mes fichiers sont dans un espace pour moi toute seule. Si je veux dire à mon collègue, attention, regarde ce fichier, je peux l'envoyer par mail avec une pièce jointe,
Je peux aussi lui ouvrir ce fichier dans mon OneDrive et ici, je donne un lien à une autre personne pour qu'il vienne consulter ou modifier mon fichier, lecture ou écriture. Et puis après, je peux avoir d'autres options. Est-ce que ce document est téléchargeable? Est-ce qu'il est transférable, et cetera? Et là, on va faire de la gestion documentaire plus avancée, éventuellement avec des options supplémentaires dans Office 365. La base, c'est consulter ou modifier. Et je donne un lien pour une personne ou pour un ensemble de personnes. Je peux aussi partager avec des gens qui sont hors de mon organisation. Donc ça, c'est le jeu. Alors dans le jeu, je n'ai pas que mes fichiers, hein. Dans l'espace du jeu, j'ai mon mail. Alors j'ai bien sûr mes fichiers, j'ai mes tâches, j'ai mes notes. Et ces notes, dans le logiciel OneNote, je peux ici parfaitement les synchroniser. C'est quel que soit le type de document. Alors gestion documentaire. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On va commencer par créer un document. Quelqu'un va créer un document. Et donc là, premier choix, c'est où? Est-ce que je le mets dans un espace individuel? Ou est-ce que je le mets dans un espace collectif? Alors là, ça dépend de votre culture. Je vois beaucoup, de jeunes collaborateurs, qui disent, «Bah, si c'est pour l'équipe, je crée dans l'espace collectif». Et puis, les plus anciens disent, «Bah, c'est sur mon disque dur à moi et de temps en temps, je partage quelque chose». C'est une vraie culture du partage et de la transparence, qu'il faut adopter. Alors, je vous donne un exemple. Une directrice marketing de Microsoft appelle, un collaborateur chez lui le soir, un petit peu tard. «Écoute, je suis désolée, je te dérange, mais, j'ai une presse demain matin, et je trouve plus que celle que tu m'as montrée, elle était très bien». Alors le collaborateur lui dit: «Beh, tu l'as?» «Oui, tu as dû me l'envoyer, mais je ne sais pas où elle est, au secours, je suis en mode panique, est-ce que tu peux me la renvoyer?» «Non, mais tu l'as. Mon espace t'est ouvert. Par défaut, je partage et par exception, je protège. Tout ce que je fais, c'est produit pour le collectif». Dans une entreprise, c'est un petit peu pour ça qu'on est payé d'ailleurs. J'imagine que dans une association, on est là aussi pour partager. Donc peut-être qu'il faut s'habituer à passer de l'espace individuel vers l'espace collectif ou de partager plus. Alors personnellement, comment je fais? Personnellement, je commence par mon OneDrive. J'ai une idée, voilà, où je ne sais pas encore à quel collectif je vais pousser ma présentation. Bah, par exemple, la présentation que je vous ai montrée, les quelques slides PowerPoint, j'ai commencé sur mon OneDrive. Donc pour moi, création de document, le voilà, c'est mon document vert. Je le stocke dans mon OneDrive. Si j'ai besoin de le partager à une personne, je vais le laisser sur le OneDrive. Si j'ai besoin de le partager à un collectif, je vais, une fois que ce document est achevé, le pousser dans un espace collectif, à un espace ou à plusieurs. Par exemple, je prépare un document qui va être très intéressant pour plusieurs équipes chez Microsoft.
je le prépare dans mon espace et ensuite je le poste dans l'espace collectif 1, dans l'espace collectif 2, etc. Et quand je le poste non pas en le copiant, mais en mettant un lien. Un des principes de la gestion documentaire, c'est d'avoir un document maître. Une seule occurrence de l'information. Sinon, ce qu'on ne veut pas, c'est la copie 1, la copie 2, vous savez, celle que j'envoie par mail en disant c'est la V1, c'est la V2 corrigée par moi, etc. Et au bout d'un moment, la copie 1, elle évolue en copie 1.1. La copie 2, elle se transforme en copie 3, etc. Et j'ai autant de versions de l'information que de documents qui circulent. Et je ne sais plus du tout où j'en suis. Donc, une des choses majeures à retenir, c'est qu'il faut un document maître, et puis tout le reste, ce sont des liens. Alors, voilà ce processus. Je crée un document, je le pousse dans un espace collectif, et dans cet espace collectif, je vais demander à mes collègues de réagir ou de participer. Je vous le montre. Alors, ceci est une équipe de démonstration. Vous voyez, j'en ai beaucoup. Ça, c'est mon environnement Teams. Ce bandeau vertical pour vous montrer mes différentes équipes. Et ici, j'ai une équipe de démo avec un premier canal qui est général. Mon collègue, Guillaume, poste tout à l'heure besoin d'aide pour la présentation le 22. Demande de l'aide à une collègue, à Céline, et aussi à toute l'équipe, en mentionnant l'équipe démo. Et il met une présentation attachée. On est exactement comme dans le cas d'un mail où on met une pièce jointe. Et la différence par rapport au mail, c'est que quand j'envoie un mail, j'envoie une copie à chacun. Il n'y a pas de point central. Ici, puisque je l'ai attaché dans une conversation dans le collectif, cette présentation est unique. Je la retrouve rangée, elle s'est rangée toute seule dans mon onglet Fichier. Par ordre chronologique, vous voyez, alors quelqu'un les a rangés non pas par ordre chronologique, alors je vais les ranger par ordre chronologique. Voilà. C'est le problème de manipuler à plusieurs. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a une présentation, New Hire Hub, c'est bien celle que Guillaume a postée tout à l'heure. Cette présentation, je peux aller la lire directement. Je reviens dans mon fil, je peux soit dans l'onglet Fichier, soit directement ici. Et je regarde, il y a un certain nombre de documents. Tout à l'heure, j'ai rajouté une paire de lunettes, très intéressant. Et pendant mon absence, quelqu'un d'autre a apporté des modifications, mais on pourrait être ensemble sur la même présentation. On pourrait faire de la coédition de documents, et c'est comme ça qu'on n'a qu'une seule occurrence de ce document. Alors, je vais plus loin, je l'ouvre. Je peux faire des petites modifications. Si je veux, je l'ouvre dans mon application de bureau. Donc, dans PowerPoint, je la télécharge, la voilà. Et ici, je peux aller voir un certain nombre de choses, dont, si le bandeau me laisse faire, je peux aller ici voir l'historique des versions. Et vous voyez que ça a été
créé par Guillaume, puis modifié par moi, puis à nouveau modifié par Guillaume. Si on avait dû faire ça par mail, il y aurait eu 3 versions qui auraient circulé. Avec un problème potentiel, Guillaume à 14h21 fait une version, il me l'envoie tout de suite par mail, je fais une modification, il ne sait pas que je suis en train de travailler, il remodifie son document parce qu'il a pensé à quelque chose. Et là, on a 2 sources divergentes. Donc ça, c'est une façon assez simple de faire de la coédition. Et on m'indique aussi que c'est ici que la diapositive comporte des modifications non lues. Donc je sais ce qu'il a fait. Et si ça ne me plaît pas, je peux revenir à la version que moi j'ai faite. Ça, c'est sur la partie coédition et partage. Donc coédition, vous venez de le voir, même si pour l'instant j'étais toute seule, c'était une coédition dans le temps, mais on peut le faire ensemble. Et je vois en temps réel l'endroit où il est. Et puis, je peux, alors si je quitte ici, je peux ici engager une collaboration, comme je viens de vous le montrer, dans un fil de discussion. Et si je veux le faire, je crée une nouvelle conversation, je me mets en édition, j'ajoute un sujet, nouvelle présentation, ça aide à la lisibilité. Je mentionne mon collègue, Guillaume. Je ne sais pas encore ce que je vais lui demander. J'attache un document. Vous voyez, le trombone, on n'est pas perdu. Mes documents récents. Mes documents, voilà, j'ai préparé un essai. Je charge une copie. Là, je duplique ou je partage un lien. Là, je n'ai qu'une seule occurrence du document. Ici, les personnes peuvent modifier. Je pourrais décocher « Autoriser la modification ». Si je veux faire de la coédition, c'est mieux d'autoriser la modification. Et puis, je peux restreindre à certaines personnes de l'équipe uniquement ou des personnes spécifiques. Et là, je dis, c'est uniquement telle adresse mail qui aura le droit de consulter ou de modifier cette information. Là, je le laisse large et voilà, donc je l'ai mentionné, il va avoir un petit 1 qui va s'afficher. Alors je vois qu'il est en ne pas déranger, donc il ne va certainement pas me répondre. Voilà sur la partie comment est-ce que je vais partager mes informations, coéditer, tout ça dans un fil de discussion. Mais vous êtes peut-être venu pour la gestion documentaire et on ne voit pas de gestion documentaire. En fait, cet onglet fichier, c'est de la gestion documentaire cachée puisque ça se range directement. Je peux mettre en évidence certains documents. Par exemple, si je dis que mon document essai est le plus important, il n'est pas là puisqu'il est dans mon OneDrive, alors je vais prendre celui-là et je vais le mettre en exergue. Je vais l'épingler en tête de liste. Et comme ça, il y en a déjà trop. Bon, alors vous voyez comment on fait, il y en a déjà 3. Si je veux aller beaucoup plus loin dans ma gestion, je vais ici ouvrir dans SharePoint cet onglet Gestion documents et là, j'aurai l'ensemble des informations dans le site SharePoint qui est sous Teams. Puisque je vous l'avais dit dans ma présentation, un site SharePoint, une équipe Teams, sa partie gestion documentaire, l'onglet fichier, en fait, c'est du SharePoint et je peux aller directement dedans.
Avant, quand on avait juste du SharePoint, on était obligé d'avoir des administrateurs de gestion documentaire. Aujourd'hui, toute la difficulté de SharePoint est masquée dans Teams, donc n'importe quel utilisateur peut faire de la gestion documentaire. Et pour ceux qui veulent faire des choses très avancées, alors on peut ouvrir directement le site SharePoint. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je reviens ici et vous voyez que je retrouve mes fichiers et je peux aller naviguer dans les différentes branches de documents. J'ai général, mais j'ai aussi des canaux, des dossiers qui correspondent chacun à un canal. Oui, pilotage fournisseur, etc. Et regardez, litige, regardez mon équipe, litige, pilotage fournisseur, etc. Donc chaque fois que je crée une équipe, que je crée un canal, ça crée une nouvelle bibliothèque dans SharePoint, un nouveau dossier dans SharePoint. Et je crée donc mon arborescence sans avoir à réfléchir cette arborescence. Alors, est-ce que je ne vous entends pas, mais je vous sens quand même perturbé par cette information. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, la gestion documentaire, c'est je crée un dossier et puis un sous-dossier. Et puis un sous-dossier. J'ai vu des arborescences comme ça jusqu'à 7 en profondeur. Ça, c'est du classement. Et pourquoi on classe? C'est pour trouver. Alors j'ai vu par exemple un organisme de formation où le responsable des formateurs me dit: «Moi je classe, donc j'ai un dossier par mois». Bon, pourquoi pas? Voilà, un dossier par mois. Et puis j'ai un sous-dossier par type de formation. Très bien. Et puis après, j'ai mon package de cours. Voilà, il est là. C'est ça que je cherche. Et donc, il arrive qu'un formateur dise, «Alors, ce qu'on a fourni pour, le cours, sur, les nouveaux protocoles de soins, est-ce qu'on peut ressortir?» «C'était quand?» «Ah, je crois que c'était au mois de novembre». «Ah, OK». Donc, j'explore, mon arborescence. Je vais au mois de novembre et puis je regarde le sous-dossier, formation médicale et puis les sous-dossiers. Ah non, c'est pas là. Ah bon? C'est peut-être avant alors. Alors je reviens au dossier, c'était octobre alors. Le sous-dossier, protocole, le sous-dossier, toujours pas. Ah c'était après alors? Vous vous rendez compte? Le nombre d'allers-retours dans l'arborescence qu'il faut faire pour trouver et pourtant c'était bien rangé. C'était bien rangé parce qu'on présuppose qu'on se souvient où on l'a mis. Et il arrive qu'on se souvienne où nous, on a rangé nos documents, mais imaginez l'endroit où les autres ont cru bon de ranger les documents, souvent, c'est impossible. Donc plutôt que de classer, on va passer à la recherche. Ce que l'on fait spontanément dans la vie de tous les jours. Vous utilisez un dictionnaire pour chercher un mot? Non, vous utilisez un moteur de recherche, hein. Pourtant, dans le dictionnaire, c'est bien classé, hein, et tout le monde est d'accord sur le classement. Donc aujourd'hui, on ne classe plus, on recherche. Et dans Teams, vous voyez que c'est rangé pour vous, canal par canal. Donc au lieu, en gestion documentaire, de commencer par dire quel classement on va faire, on réfléchit à quelle équipe on utilise, quels canaux on utilise dans les équipes, et derrière, le classement se fait tout seul. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui ont beaucoup d'équipes. Oui, moi par exemple. Comment vous vous y retrouvez? Ben, quand je cherche quelque chose et je ne suis pas sûre,
j'utilise le moteur de recherche. Et dans Teams, je peux aller ici, chercher mes fichiers. J'ai l'ensemble de mes fichiers récents. Vous voyez, j'ai manipulé tout de suite là, le New Hire. Et puis, j'ai manipulé le essai. Ils ne sont pas au même endroit. Il y en a un qui est dans mon OneDrive. Il y en a un qui est dans une Teams de démo. Et puis, il y a tout ça qui est dans différents endroits. Peu importe. Peu importe. J'ai une vue logique sur l'ensemble de mes fichiers. Et c'est ça qui est important. Je peux aller directement dans mon OneDrive. Je peux aller directement dans mes équipes. Je peux aller voir tout ce que j'ai manipulé de façon récente. Et puis, si je ne trouve pas, je peux aussi rechercher. Je peux rechercher une personne ou je peux rechercher un document. Essai. Alors, essai, je l'utilise assez souvent, mais essayons quand même. Essai, est-ce que c'était un message? Non. Est-ce que c'était une personne? Non. Est-ce que c'était un fichier? Oui. Ah ben le voilà. Donc ici, on passe d'une culture du classement à une culture de la recherche. Et si on est dans cette culture de la recherche, eh bien, utiliser Teams en mode collectif et en mode recherche, c'est un outil absolument formidable. Si vous utilisez Teams comme un mail et en classant vous-même les fichiers dans des dossiers différents, vous n'utiliserez pas l'outil à bon escient et ça ne va pas vous aider. Donc, il faut vraiment changer de façon de travailler si on veut avoir le bénéfice de l'outil. Ce qui veut dire, et là je reprends ma petite présentation, que on va changer. Alors, j'ai pas besoin des sous-titres, hein, voilà. On va vraiment passer en mode collaboratif. Un bon indicateur, c'est de diminuer, de compter les mails. Et l'autre jour, j'accompagnais un codir et alors qui s'envoie des présentations par mail pour préparer le codir, puis qui s'envoie l'ordre du jour par mail pour le prochain codir, quels sont les sujets que vous voulez traiter, tout le monde répond à tout le monde, etc. Et tout le monde dit, il y a trop de mails. Donc, travailler en mode collaboratif, en abandonnant la gestion documentaire à l'ancienne, là, ça permet de faire diminuer le nombre de mails. Et vous voyez que tout est lié. Je ne peux pas prendre une décision isolée de travailler dans un contexte, enfin, différemment. Je ne peux pas le prendre toute seule. Il faut que l'équipe se mette d'accord. Et je ne peux pas isoler les choses. Je ne peux pas dire, je vais juste améliorer ma gestion documentaire. Non, je vais améliorer ma façon de travailler, cas d'usage par cas d'usage. Il faut se dire, est-ce que c'est une préparation de réunion? Est-ce que c'est une animation de communauté? Est-ce que c'est créer la nouvelle affiche marketing en collaboration avec une agence extérieure? Est-ce que, voilà, c'est cas d'usage par cas d'usage. Comment je fais pour améliorer mes pratiques, sachant que on doit commencer par les irritants. Dans l'histoire du codir, c'est l'assistante qui dit: «Mais moi, je n'en peux plus d'attendre que tout le monde m'ait envoyé ses présentations, de les redistribuer à tout le monde et aussi de les stocker dans un dossier partagé au cas où, dans 6 mois, on veuille les retrouver. Pourquoi avoir un passe-plat? Tout le monde est suffisamment grand et autonome pour déposer directement les présentations, comme je vous ai montré dans une équipe, en faisant une publication et en disant: «Bah, voilà, ça c'est pour demain». Hem Et on en est vraiment à se poser la question, quand est-ce qu'on veut être efficace? Est-ce qu'on a besoin d'être efficace, d'être plus efficace? Et si on veut gagner en efficacité et en fluidité, si les choses peuvent être plus faciles à faire, alors il faut se poser autour d'une table et se dire: «Je commence par quoi?» Et je commence
en équipe. Qu'est-ce que décide le collectif? Voilà pour ces introductions. Est-ce que je vous ai dit ce que je voulais vous dire sur mon tableau blanc? Je crois. Changement de paradigme, classement recherche. L'autre, c'est passer de l'individuel au collectif. Puis il y en a d'autres comme ça. Il y a du secret vers la transparence. Il y a le passage du push vers le pull. La gestion documentaire, souvent on se dit aussi, bah, je vais mettre le document, je vais l'envoyer sous format newsletter dans une newsletter ou je l'envoie par mail à tout le monde, comme ça je suis sûre qu'ils l'ont. Ça, c'est du push. Alors, aujourd'hui, on change plutôt vers une culture du pull. Et j'imagine que c'est comme ça que vous consommez l'actualité. Vous allez voir un site qui vous intéresse et vous regardez ce qui vous intéresse à temps choisi. On ne vous envoie pas les articles par mail. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut repenser. Donc ce qu'on a vu, on est parti du jeu, d'habitude assez fortement ancré, de travailler avec, son PC, ses fichiers, son mail, vers une autre façon de travailler, plus collective, éventuellement en commençant à préparer sur son OneDrive, puis en le mettant à disposition d'équipes. On a vu que la gestion documentaire, c'était du classement et à l'ancienne et que maintenant on s'orientait plus vers de la recherche, que tout ça, c'est de l'individuel vers le collectif, du push vers le pull. Alors maintenant, j'aimerais, ouvrir aux questions et traiter, les sujets qui vous intéressent. Alors est-ce que Lorraine, vous pouvez me donner quelques questions? Oh oui, sans problème, Christine, ce n'est pas ça qui manque. Et puis Indigo va continuer aussi de les relever en parallèle. Alors, on peut commencer par exemple par une ou deux questions concernant OneDrive, dont vous parliez au début. Notamment, on a eu plusieurs fois la question, comme par exemple de la part de Guy, qui demandait comment faire pour que ces documents soient enregistrés automatiquement sous OneDrive. Qu'en fait, quand il met à jour un document, ce soit bien à jour dans le OneDrive. D'accord. Alors, en fait, il suffit de le demander ici quand je crée un document. Alors voilà, tout à l'heure, j'ai créé essai 2601. Ce document, je l'enregistre. Fichier, allez, je vais enregistrer une copie. Où ça? Alors, est-ce que je l'enregistre dans mon OneDrive? Est-ce que je l'enregistre directement dans une bibliothèque partagée? Là, c'est mon OneDrive personnel, peu importe. Je choisis. Donc, je dis, ah bah oui, je choisis mon OneDrive. OK. Où ça? Bah, je vais le mettre à la racine. Et c'est numéro 2, etc. Enregistré. Et il est dans mon OneDrive. C'est fini. En fait, quand on crée un document, on dit où on le met. Alors, ce qui veut dire que ici, j'ai sur mon poste, je vais essayer de vous le dessiner en bleu et en un peu plus grand, sur mon disque dur, j'ai un container qui est l'empreinte OneDrive. Et toute cette empreinte OneDrive a son miroir ici et pas son miroir exact. Parce que dans OneDrive, selon les abonnements, on peut avoir 2 gigas, on peut avoir 1 Tera, on peut avoir 5 Tera de données. J'ai rarement un PC qui supporte 5 Tera de données. Donc sur mon OneDrive, je vais choisir, est-ce que ce document est là en permanence? Donc j'ai la possibilité de dire, ça c'est du permanent. Je le veux sur ce poste. Est-ce qu'il est dans le cloud uniquement?
Et donc, c'est une empreinte. J'ai une vidéo que je veux absolument conserver, mais elle me prendrait un énorme espace sur mon disque. Bah, je veux qu'elle soit stockée uniquement dans le cloud. Et sur mon OneDrive, sur mon PC, pardon, ici, j'ai juste ma vidéo, j'ai une empreinte. Ouais, c'est moche ce que je fais. Voilà, ça, c'est mon empreinte parce que il suffit que je clique. De mon côté, je vous entends Et, plus, Christine. allô? Est-ce que Oui, vous m'entendez? oui, je pense que c'est revenu. Ah. Donc, il y a un mode mixte qui est, il est sur mon poste, mais si j'ai pas assez de place disque, le système est autorisé à le déplacer uniquement dans le cloud et avoir l'empreinte sur le poste. Donc, je ne serai jamais à court d'espace. Voilà pour le OneDrive. Alors, les petites, on le voit, hein, si le document il est stocké. Alors, s'il est en mode permanent, après le document, il y a une petite coche verte, mais le rond est complet. S'il est en mode mixte, il est juste comme ça. Et s'il est dans le cloud, il est comme ça, en bleu. Ceci est un nuage. Voilà. D'ailleurs, il n'y a même pas en couleur. Je crois qu'il est comme ça. Ça sera plus simple pour mes talents. Voilà. Une autre question? Oui, une autre question qui devrait particulièrement vous parler, étant donné vos clients habituels, qu'on a eu quelques fois, notamment de la part de Camille, qui souhaitait vérifier que le OneDrive et généralement l'environnement Microsoft était bien agréé pour les données de santé, pour le traitement de Absolument. ces données de santé. Donc, le cloud Microsoft, il est certifié hébergeur de données de santé quand le tenant est ouvert. Et donc, ensuite, on a la capacité à vérifier si les données sont enregistrées en France, dans les data centers de Paris et de Marseille, ou en Union européenne. Et là, c'est Irlande et Pays-Bas. Et tout ça, c'est HDS. Très bien, Donc, merci. Et pour rester du coup dans cette thématique de sécurité et d'agrégation, on avait quelques questions forcément par rapport au RGPD, comme de la part de Guillaume par exemple, qui demandait si Microsoft, bien que société américaine, était régie par le droit européen en ce qui concerne le RGPD. alors, oui, absolument. Les clients français sont pour la plupart hébergés sur des data centers français, ceux qui en ont fait la demande. Ceux qui ont des filiales à l'étranger, c'est peut-être un petit peu différent, ou qui sont des multinationales, c'est peut-être un petit peu différent. Il y a des stockages locaux pour des raisons de latence. Alors, le RGPD, j'imagine que c'est la question qu'on nous pose toujours, c'est est-ce que les États-Unis, la NSA ou quelqu'un peut avoir accès aux données stockées dans le cloud? La réponse, elle est non. Non, sauf, sauf procédure pénale. Donc, ce qui veut dire, euh, comment ça se passe lorsque il y a demande pour lire les données? Première étape, il faut qu'il y ait un jugement et un juge qui demande à ce que un éditeur de logiciel, un stockeur, un hébergeur de données ouvre pour une personne déterminée le mail en général. Cette demande passe de tribunal aux États-Unis au tribunal en France, et le tribunal en France s'adresse à l'entreprise qui détient les données. Ce à quoi Microsoft s'engage, c'est de toujours refuser. Après, il peut y avoir une deuxième demande. Alors, si Microsoft ne peut pas refuser, elle communique les données de la personne et s'engage, si
il n'y a pas eu, si ce n'était en fait pas nécessaire, c'est-à-dire si la personne, parce que ce sont des affaires de terrorisme et de trafic d'armes, etc. Si en fait ce n'était pas le cas, Microsoft s'engage à rembourser la personne eu égard du préjudice subi. Heu, pour vous donner une idée, le nombre de requêtes sur un an, c'est une requête des États-Unis. Donc sur une personne dans une entreprise. Donc est-ce que vous devez vous inquiéter de mettre vos données dans le cloud? Bah, le Microsoft investit, plus d'1 milliard par an sur la sécurité. Donc ce que vous pouvez imaginer, c'est que cette enveloppe-là, là, du cloud, ça c'est hyper sécurisé. Plus que quand on parle à nos clients qui ont un serveur, dans leur data center, c'est plus sécurisé. C'est la même question, c'est est-ce que vous mettez, votre argent à la banque ou sous votre matelas? Donc RGPD, on est, conforme et on respecte, la loi européenne. On a une énorme sécurité autour des données stockées dans le cloud. J'espère vous avoir montré que vous pouvez, sans crainte, mettre vos données dans ces containers sécurisés. Merci Christine. On reviendra éventuellement plus tard s'il nous reste du temps sur d'autres points de sécurité. Mais on va essayer de varier un petit peu les sujets, notamment une question aussi qui intéresse souvent, c'est de savoir si dans Teams, il est possible d'intégrer des personnes extérieures à l'entreprise qui du coup n'auraient eux-mêmes pas Office 365 et les associations y pensent en général en ce qui concerne par exemple la gestion des bénévoles et l'échange de documents avec ces bénévoles, etc. Donc voilà une équipe Teams. Donc ça c'est ma Teams 1. Je commence par y mettre toutes les personnes de mon association et je peux rajouter des personnes externes. Absolument, si, donc ça, ce sont mes externes. Si, il y a un paramétrage adéquat au niveau du tenant. Et nous fonctionnons comme ça. L'année dernière, il y a eu une aide pour les associations. Microsoft a créé une équipe et a invité, l'association 1 et puis a invité l'association 2 etc. Donc oui, avec un paramétrage. Et à partir du moment où je suis invitée, j'ai accès à l'ensemble des ressources de l'équipe, c'est-à-dire que j'ai les conversations telles que je vous les ai montrées et puis j'ai les fichiers sur lesquels je vais pouvoir. Alors, pareil, la Christine, ça, en tout cas, Là, je vous entendais plus. oui, je vois que mon casque se connecte et se Ah, disconnecte. il fait des siennes, Ouais, ça arrive. dès que j'écris sur l'écran. Mais là, donc, j'ai accès aux fichiers exactement de la même façon qu'un interne. Les limitations pour les externes, je le choisis à la création de l'équipe. Et ce qu'on ne sait pas faire, c'est créer une équipe dans le tenant, c'est créer une réunion. Mais tout ce qui est partage et coédition est accessible aux externes. Ok, Donc bienvenue aux bénévoles. bonne nouvelle. Très bien, merci Christine. Une question de la part de Maïwen qui se demande quand on est en mode écriture de documents collaboratifs, est-ce que c'est possible d'avoir une option selon laquelle chaque modification de quelqu'un en particulier est d'une couleur pour pouvoir facilement identifier les changements qui ont été effectués et idéalement par qui? Alors, ça dépend. Si je suis dans un document Word, je vais utiliser le mode révision. Et là, je vois qui a modifié, ce qu'il a modifié, et je peux mettre des commentaires. Et je peux accepter la modification ou pas. Vous voyez, le mode révision.
Le mode révision, il est... Alors, je suis un petit peu gênée par le bandeau Zoom. Si Allez besoin est, savoir. vous pouvez le déplacer. Ah, Bonne nouvelle également. figurez-vous que je suis plus à l'aise dans Teams. Incroyable. Alors, révision. Ici, je vais suivre les modifications. Voilà. Et là, si je fais quelque chose, ça sera tracé. Tac, tac. Et quelqu'un d'autre, après, pourra aller Super, approuver ou pas. c'est exactement, je pense, ce qu'avait Maïwen en tête. Merci beaucoup. Autre question qui revient régulièrement, forcément étant donné le sujet du jour, c'est de comment retrouver concrètement un document. Alors, n'hésitez pas, avec la gestion des questions en parallèle, je n'ai pas forcément pu tout écouter. Donc, si c'est quelque chose auquel vous avez déjà répondu, vous me le dites et on passe à autre chose. Hein. Mais voilà, avec des questions, par exemple, est-ce qu'il existe des tags qu'on pourrait mettre sur des fichiers ou est-ce qu'il y a une recherche par mots-clés qui est performante, etc. Alors, il y a, la recherche se fait en plein texte et on n'a pas, enfin, on pourrait mettre des métadonnées dans les documents. Dans l'histoire de la gestion documentaire, on a commencé par classer, et je ne vous refais pas l'histoire des dossiers et des sous-dossiers. Et puis on s'est dit, on va mettre des métadonnées. Et ça a marché 15 jours. Et les utilisateurs ont mis des métadonnées. Alors ils ont mis, ici, c'est par exemple nomenclature. Voilà. Et puis le suivant, il a dit, il a mis le tag, hein. Il a mis nomenclature au pluriel. Donc c'est un deuxième. Et puis le troisième, il a écrit nomenclature comme ça. Et ça en fait encore une. Bon, j'ai même pas fait de faute. Je voulais mettre deux M. Vous n'arrivez même pas à faire des fautes, même en roulant. C'est ça, ouais, c'est plus fort que moi. Et les métadonnées, ça n'a pas marché dans les entreprises. Donc maintenant, on est en recherche plein texte, comme je vous l'ai montré sur Teams, avec les champs pour rechercher les informations. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport à la gestion documentaire où on sort un dossier, là, on sort une conversation. On dit, ah, mais oui, c'est bien le document qu'on a coédité pour tel lancement de produit ou pour telle campagne associative. On a la conversation qui va autour. Très bien, merci. On a pas mal de questions aussi par rapport à la conservation des documents, notamment en cas de départ, etc. Je vous donne quelques exemples et puis je vous laisserai répondre plus globalement. Il y a l'idée de la question de la part de Frédéric, par exemple, en cas de départ d'un collaborateur, est-ce que les partages de documents maîtres qu'il aurait fait par lien, du coup, sont complètement perdus? Un peu dans la même idée, Nicolas qui demande comment est-ce qu'on peut récupérer un document, un canal, une équipe qui aurait été supprimée, combien de temps c'est conservé, etc. Alors, si je suis dans un mode collectif et que je poste ici un fichier, je m'en vais, mes fichiers, ils restent. Parce qu'ils sont stockés dans l'espace collectif. Tant que l'espace collectif n'est pas supprimé, le fichier est là, même si la personne qui l'a créé n'est plus là. Christine, on vous a provisoirement perdu. Alors, est-ce que vous êtes là? Oui. Si, donc, dans mon premier exemple, je m'en vais d'une Teams, rien ne bouge parmi les fichiers, puisque je ne suis pas propriétaire du fichier. C'est l'équipe qui est propriétaire du fichier. Si je quitte l'association, l'entreprise, mon OneDrive est supprimé, donc les documents qu'on a copiés, dont on a mis une copie lien, n'ont plus de propriétaire et l'espace est supprimé au bout d'un temps que l'on choisit, mais il est ouvert pendant 3 mois au supérieur hiérarchique désigné de la personne qui s'en va. Donc le chef a tout loisir pour garder les documents qui l'intéressent. Alors pas tous les chefs ne se préoccupent du patrimoine de l'information. Sur cet exemple, on voit bien que
il vaut mieux mettre les documents dans un espace collectif que dans l'espace du jeu. Alors, Ça fonctionne à nouveau mal, Christine. alors, je vais essayer de sans casque. Si vous avez du bruit autour, il y a des travaux, tant pis, mais au moins on ne perdra plus. Alors, pour le coup, on vous a perdu là. Vous m'entendez? Ah, si, c'est bon, ça arrive, oui. C'est bon? Alors, la partie rétention. Imaginons que quelqu'un supprime l'ensemble des fichiers pour une raison qui lui est propre. C'est stocké dans du SharePoint et donc la corbeille, même si vous la videz, est conservée minimum 30 jours et vous avez des règles pour fixer ça plus longtemps. Donc supprimer n'est pas définitif, il faut s'en apercevoir à temps. Après, les documents sont gardés à vie, sauf si vous mettez des politiques pour dire cette équipe-là, j'archive toute cette petite document et donc on ne peut plus écrire dedans. On peut lire, on peut récupérer l'archive, mais c'est tout. Il y avait une autre partie dans la question où j'ai répondu à... Je pense qu'on a déjà pas mal répondu à ces questions, en effet. J'ai réalisé entre-temps que suite à votre réponse sur, je pense que c'était sur la partie RGPD, enfin je ne sais plus, quand on a parlé en tous les cas du tenant, en fait on a perdu pas mal de personnes. Est-ce que vous pouvez juste rapidement expliquer de quoi il s'agit et qui y a accès? D'accord. Alors, quand on commence dans le cloud, on commence par créer le tenant. Et donc, voilà, je crée un tenant, un terrain de jeu. Ce tenant a un nom, on lui donne toujours un nom. Alors, par exemple, ça sera solidatech.com. Et seront dedans des internes tous les gens qui auront l'adresse mail @solidatech.com. Ça, ce seront les internes. Dans un tenant, je vais avoir mes équipes, la team CE1, la team CE2, et puis j'aurai mes OneDrive et toutes mes ressources cloud dans cet univers de sécurité. Voilà ce qu'est un tenant, une poche cloud, un contenant cloud dédié à une association, une entreprise et identifié par solidatech.com, par le nom de votre association.fr, etc. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui demandent comment est-ce qu'on le modifie, mais en fait, ça ne se modifie pas. Une fois qu'on a créé un tenant avec un nom, ça, pour l'instant, on ne peut pas y toucher. C'est bien On peut modifier le nom d'une équipe, on peut modifier le nom d'un canal, on peut même changer les noms de domaine mail, mais ce nom-là, une fois qu'il est créé, il est pour l'instant définitif. Et ça me fait penser qu'à un moment, je m'occupais de PSA, qui avant s'appelait Peugeot et Citroën, et puis qui a acheté Opel. Et puis maintenant, vous avez dû voir dans la presse le mariage qui s'appelle Stellantis. Leur nom de tenante, ils avaient eu le nez fin. Ils ne l'ont pas appelé PSA. Ils ont pris un autre nom qui ne veut rien dire. Et maintenant, ils peuvent le conserver pour Stellantis. Voilà. Et en fait, ça n'apparaît pas le nom du tenant. Donc, peu importe aussi. Oui, c'est vrai que c'est bien précisé en effet. On a une question en ce qui concerne la migration de documents. Et comment est-ce que vous conseillez en fait d'intégrer de nombreux documents d'un coup lorsque justement au moment même où on migre vers Microsoft 365?
Une migration, c'est un déménagement, et comme dans tout déménagement, il vaut mieux faire du ménage. Sinon, garbage in, garbage out. Et alors, comment on fait? Donc, j'ai mes différentes équipes avec mes différentes personnes. Et justement, ma Teams 2, elle avait l'habitude d'avoir une bibliothèque. Donc ici, ce sont ces fichiers et c'est du fichier à chaud. Le chaud, c'est ce qu'on échange, c'est la présentation pour demain, c'est la fiche produit pour cette mise à jour, c'est la fiche tarif, c'est le à chaud et qu'on coédite en général ou qu'on commente. Et puis, il y a des bibliothèques à froid. Alors, il y en a des à froid à l'extérieur d'Office 365. C'est un serveur de fichiers partagé. C'est un autre produit de gestion documentaire. C'est du SharePoint on-premise. C'est quelque chose qui fait de la gestion documentaire. Et ce quelque chose, on peut l'accrocher dans Teams, ici, plus le serveur de fichiers, pourvu que on puisse l'accéder en HTTPS. Ça, c'est le plus important. Et donc, je vais l'accrocher. Je vous le montre. Ici, équipe. Dans mon canal général, je peux rajouter en onglet. Si j'ai du réseau, rajouter une bibliothèque de documents. Voilà, une bibliothèque SharePoint, ou bien un wiki, ou bien quelque chose qui existerait déjà, ou bien plein d'autres choses. Et j'ai un site web. Donc, si j'ai un HTTPS, si votre existant documentaire est accessible, je peux y accéder. Donc, première réponse, je le rends disponible dans Teams, je le rends accessible. Ici, je le sanctuarise, c'est-à-dire plus d'écriture, mais je le laisse à disposition en lecture jusqu'au jour où je casserai le lien parce que je n'ai plus besoin de cet historique. Ou bien, j'ai besoin de cet historique et je ne peux pas le relier parce qu'il n'est pas en HTTPS, il n'est pas accessible de l'extérieur, il n'est pas comme il faut. Alors, je peux migrer des fichiers dans un SharePoint. Et là, je vais utiliser n'importe quel bon outil de migration si j'ai des volumes importants. Souvent, on conseille aux utilisateurs de recenser les fichiers utiles. Et puis, on a des utilitaires pour voir, alors vous ne l'avez pas accédé depuis 10 ans et vous dites que c'est hyper important. D'accord ? Ou bien une bibliothèque accédée par une seule personne. Ce ne serait pas des fichiers perso, ça ? Et une fois que ce ménage est fait, il reste un nombre gérable de documents. S'ils ont un propriétaire, c'est le propriétaire qui est responsable de la migration. S'ils n'ont pas de propriétaire et puis on se dit on ne sait jamais ça peut servir, alors on utilise des outils de migration pour à minima les mettre dans ici une librairie, SharePoint. Avec ce même mécanisme, je le prends d'ici. Là, c'est de la migration. Et après, je le mets à disposition dans mon équipe. Et surtout, ici, c'est du froid, de l'historique. Et là, c'est du chaud. Et on ne mélange pas le chaud et le froid. Une autre question ? D'accord, je ne savais pas si c'était terminé, du coup, j'attendais un peu. Oui, une autre question en ce qui concerne le côté environnemental, on va dire. Et quelqu'un qui demandait, Delphine en l'occurrence, qui demandait si utiliser Teams, du coup, c'était plus écologique que les mails. Oui, alors, un calcul simple. J'envoie un mail avec une pièce jointe à 5 personnes. Voilà, je suis là. J'envoie un mail à 5 personnes.
1 méga. Donc, à la première lecture, on est à 5 mégas. Lui, il répond à tout le monde avec ses modifs. Tac, 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 tac. 5 mégas. Et puis, si il remet sa version, en fait, c'est 10 mégas. Parce que, non, c'est 2 mégas à chaque fois. La présentation d'1 méga, plus mes corrections 1 méga. Et donc là, on est à 10 mégas. Il y a rarement qu'une seule modification. Vous montez comme ça, et on a estimé qu'il y a en général 5-6 allers-retours à 5 personnes, et que très facilement, on arrive à véhiculer 30 mégas, stockés dans la boîte aux lettres de chacun. Si j'ai Teams, j'ai 1 méga partagé par tout le monde est dessus. Et s'il y a 3 itérations, je vais stocker les 3 itérations. Et si ça ne me plaît pas de garder l'historique, je vais détruire l'historique et passer à 1 méga, ce qu'on fait rarement. Hein. Donc en fait, le chiffre, c'est plutôt 3 mégas pour 3 itérations versus 30 en stockage et en transfert. Vous voyez qu'il n'y a pas photo quand même. En effet. Une autre question concrète de la part de Bernard qui demande comment est-ce qu'on fait pour créer une équipe. Et je profite pour compléter cette question par celle d'autres participants qui demandent comment inviter concrètement quelqu'un d'extérieur à l'organisation alors du coup, à une équipe ou à un environnement de stockage documentaire. Alors, rejoindre ou créer une équipe. Je crée une équipe à partir de 0. De préférence, une équipe privée. Et puis, vous pouvez l'étendre à public si vous voulez. Je donne un nom. Voilà. Et j'invite. Et donc là, je vais inviter Lorraine dans le tenant Microsoft. C'est un FR, hein, je crois. Voilà. J'ai invité Lorraine. Voilà comment on invite un invité. Du coup, c'est bon, Christine, excusez-moi. Oui, oui, oui. D'accord. Et ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. On arrive au terme imparti du webinaire. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Christine, avant qu'on conclue? Non, s'il y a des questions résiduelles, je peux aussi y répondre dans la suite. Pas en direct maintenant, mais n'hésitez pas si vous avez quelques questions, j'y répondrai volontiers. Par quel biais du coup? Vous faites une petite compilation? D'accord. Je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on fera éventuellement une petite compilation de quelques questions représentatives qu'on n'a pas pu traiter. Je vous les épargne toutes parce que malheureusement, on était très très nombreux aujourd'hui. Donc, il y a bien plus d'une centaine de réponses, de questions auxquelles on n'a pas pu répondre encore. Donc, je vous épargnerai ce fastidieux travail. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on fera une petite compilation des plus représentatives auxquelles on n'a pas pu répondre maintenant. Et puis, on les ajoutera. On ajoutera vos réponses à la ressource dans notre centre de ressources avec le replay. Comme ça, les gens pourront retrouver tout au même endroit. Sur ce, un grand merci Christine pour votre disponibilité et pour le temps que vous nous avez offert aujourd'hui. J'espère que ça a été utile et parlant pour nos nombreux participants associatifs. On vous remercie, merci Indigo également pour l'aide sur la modération qui est pas forcément évidente quand il y a autant de monde. Donc on est désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais on vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt sur un prochain webinaire peut-être. Merci à tous, au revoir. Au revoir.